laisse prendre les micros, vous installer pour cette deuxième table ronde. Alors, avant de lancer le débat, je vais faire un petit tour de table, un petit tour de présentation. Donc, Béatrice Lestic, vous êtes la secrétaire nationale de la CFDT, vous êtes aussi membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ce soir, vous nous donnerez votre point de vue syndical sur la qualité des accords qui ont pu être signés. Éric Dévy, vous êtes secrétaire de l'Union Métallurgie Force Ouvrière dans le Rhône. Vous partagerez votre expérience de négociateur de terrain dans l'industrie. Lauriane Bressan, vous êtes responsable des affaires juridiques et des mandats de la CPME du Rhône. Vous portez donc la voix des petites et des moyennes entreprises que vous accompagnez notamment sur les thématiques d'égalité professionnelle. Didier Chastan, directeur compétences à l'UIMM Lyon, vous représentez la branche professionnelle de la métallurgie et vous nous apporterez les observations d'une organisation d'employeurs à propos d'un secteur qui est très masculin, mais on reviendra sur cette terminologie. Avant de vous donner la parole à tous les quatre, je vous propose qu'on écoute d'abord Raphaël Confavreux, donc qui est à ma gauche. Vous êtes responsable du domaine ressources humaines, carrière, inclusion et qualité de vie au travail au sein du groupe Apicil. Apicil, qui est connu en tant que mutuelle santé, mais c'est aussi un spécialiste de la prévoyance, de l'épargne et de l'assurance. C'est un groupe qui a signé le 17 février dernier un accord ambitieux justement sur la diversité et l'inclusion. Alors, en tant que responsable RH, Raphaël Confavreux, c'est vous qui avez piloté la négociation de cet accord. Est-ce que vous pouvez donc nous raconter brièvement comment s'est déroulée cette négociation et quelles sont les mesures phares qui ont été signées ? Bonjour à tous. Effectivement, on a signé en février 2025 un accord sur la diversité et l'inclusion. Donc, en réalité, c'est un deuxième accord qu'on a signé, puisque le premier accord sur le sujet, on l'avait signé il y a 4 ans, au niveau du groupe Apicil. On partait du constat que depuis toujours, le groupe Apicil est engagé sur les sujets de l'inclusion, du handicap, de l'égalité professionnelle. Mais en interne, on avait une multitude d'accords sur ces sujets, classiquement donc sur l'égalité professionnelle, on avait une convention signée avec la GIFIP sur le handicap, des accords sur des mesures en faveur des seniors. Et on souhaitait aller plus loin sur ces sujets et signer véritablement un accord plus large qui couvrirait l'ensemble des thématiques de diversité. Donc là, c'est un accord qui va sur les sujets sur lesquels les entreprises ont des obligations, donc le sujet de l'égalité professionnelle, le sujet du handicap, mais qui finalement va plus loin en prenant des engagements sur des thématiques comme la question du genre et de l'orientation sexuelle en entreprise, le syndicalisme, l'apparence physique. Au total, on a les origines, les religions. Donc c'est 8 piliers. Voilà, c'est ça. Au total, on a 8 thèmes qui sont sur lesquels on prend des objectifs chiffrés, des actions concrètes pour atteindre ces objectifs et des indicateurs de mesure pour suivre la mise en œuvre de ces actions. La négociation, donc l'idée, si je résume, c'était d'avoir un document global qui reprend déjà finalement un travail qui a été effectué plus en amont dans le groupe Apicil. C'est pas un déclic, on passe de rien à tout. C'était donc un seul document et 8 piliers. Voilà, 8 piliers. Notre objectif au départ, c'était vraiment de ne pas faire un simple document de bonnes intentions. Donc avoir des objectifs chiffrés, des actions concrètes, et puis que ça ne soit pas le reflet d'une simple initiative RH. Donc c'est-à-dire qu'il y a un véritable lien entre la stratégie de l'entreprise, notre raison d'être. La raison d'être du groupe Apicil, c'est par une relation proche et attentionnée, soutenir toute la vie. Donc, qui est vraiment un lien une résonance entre le contenu de cet accord et nos engagements qu'on porte aussi à l'extérieur. Donc cet accord, il est vraiment structurant pour nous et il nous permet aussi d'engager toutes les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les managers, les représentants du personnel et organisations syndicales qui ont participé à la négociation de cet accord,
et aussi le sponsoring de la direction générale. Est-ce que ça a été un dialogue apaisé? Est-ce qu'il y a eu des obstacles peut-être, des points un peu compliqués à gérer? Alors, pour être tout à fait honnête, non, la discussion a été assez apaisée. Il n'y a pas eu vraiment d'accroc, puisque, donc, comme je disais, cet accord, on a eu un premier accord qui s'est signé en 2021. Là, sur 2025, on était sur le renouvellement de cet accord. Et donc, on a plutôt... Comment ça s'est passé? En fait, on a fait un bilan de ce premier accord sur les progressions qu'on a eues, les grandes actions qu'on a menées. Et avec les partenaires sociaux, notre volonté, ça a été de l'enrichir, de s'inscrire dans la continuité aussi des mesures qui avaient été prises dans le premier accord, puisqu'on sait que sur ces sujets, il faut vraiment s'inscrire dans la durée pour voir les effets. Donc voilà, les échanges, ça a été pour enrichir cet accord. Alors si je peux vous donner quelques exemples, sur la question du handicap, par exemple, on a une organisation syndicale qui souhaitait qu'on prenne plus en compte la question des femmes souffrant de dysménorrhée. Donc en termes de possibilités d'aménagement du temps de travail, de prise de congé. Finalement, les échanges ont fait que, alors oui, cette question était importante, mais finalement, toutes les maladies chroniques, qu'elles soient subies par un homme ou par une femme, doivent être prises en compte dans les aménagements du temps de travail et les solutions que peuvent offrir l'entreprise. Donc l'axe du handicap, on l'a élargi au sujet de l'état de santé en général et la meilleure prise en compte de ces maladies chroniques. Sur le sujet puisque c'est le thème de ce soir, sur l'égalité professionnelle, on a rajouté des actions sur le volet de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc c'est la meilleure prise en compte des personnes en situation d'aidance. C'est aussi des actions, renforcer nos actions de sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement moral, harcèlement sexuel et les agissements sexistes en entreprise. Également, un nouveau thème qu'on a ajouté, c'est celui des violences intrafamiliales qui, bien qu'elles relèvent de la sphère privée, ont un impact sur la vie de l'entreprise et le bien-être du collaborateur aussi lorsqu'il est à son poste de travail. Combien de temps ça vous a pris au sein d'Apicil pour réussir à aboutir, enfin déjà à mener tout ce travail pour aboutir à cet accord? Alors, ça a été un travail de longue haleine qui a commencé en 2018, puisqu'on parlait dans la première table ronde de l'importance de faire un diagnostic. Donc on a toute notre démarche diversité et inclusion a commencé par un diagnostic avec plus de 150 personnes interviewées, collaborateurs, managers, représentants du personnel, vraiment toutes les parties prenantes dans l'entreprise. Ça s'est poursuivi par la mise en œuvre d'un plan d'action au départ, la signature d'une politique diversité et inclusion par nos dirigeants. Et ça aboutit à la signature de cet accord. Et l'accord, vraiment, voilà, ce qui fait qu'on en est très fiers, c'est qu'il couvre l'ensemble des thématiques de diversité, puisque à travers nos 8 axes, on couvre les 26 critères légaux de discrimination. Et puis aussi, on couvre l'ensemble de nos entités employeurs. On parlait aussi dans la première table ronde du fait que les entreprises, avec les effets de seuil, certaines entreprises ne sont pas obligées aujourd'hui de négocier sur le sujet. Et c'était notre cas chez Apicil. On a le groupe Apicil, il y a plusieurs entités employeurs de toute taille. On a 21 entités employeurs, une personne, un effectif d'une personne pour la plus petite et plus de 500 personnes pour la plus grande. Et voilà, aussi avec cet accord, ça nous permettait de couvrir l'ensemble de ces entités et d'impulser une dynamique commune au sein du groupe. Béatrice Lestic, alors en tant que secrétaire nationale de la CFDT, vous avez une vision assez globale du sujet, d'autant plus que, je l'ai dit, vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité. À la CFDT, vous expliquez que pour que le dialogue social autour de l'égalité professionnelle soit fructueux,
il faut que les acteurs du dialogue soient formés ou sensibilisés aux mécanismes qui créent ces inégalités. Ça rejoint un petit peu les propos de Raphaël Confavreux. La CFDT a justement produit, dans ce sens-là, un manifeste féministe. De quoi s'agit-il ? Mais oui, l'idée, ça a été dit déjà dans la précédente table ronde. Et puis, quand on s'intéresse au sujet, on le voit bien, ça a été même dit dans la salle. L'inégalité entre les femmes et les hommes, et particulièrement l'inégalité professionnelle, elle se construit d'abord sur des stéréotypes de sexe ou de genre, comme on va dire de genre. Ce qui fait qu'on arrive dans nos pays à une ségrégation professionnelle avec des métiers extrêmement genrés. Les femmes qui se concentrent sur des très peu de filières professionnelles et des filières qui sont moins bien rémunérées. Des compétences sur les métiers féminins qui ne sont pas reconnues parce qu'elles sont considérées comme naturelles, parce que les femmes savent s'occuper des enfants, elles savent s'occuper des personnes âgées, elles savent faire des tâches domestiques. Voilà, ça c'est les stéréotypes de genre qu'on trimballe avec nous les uns et les autres, hein, tous. Et donc le premier travail qu'on doit faire avec les gens qui vont avoir à traiter de l'égalité professionnelle, c'est déconstruire les stéréotypes de genre. Parce que je suis d'accord, les directions, les portes, les organisations syndicales et les représentants syndicaux aussi, ils ont les stéréotypes de genre. Donc ça c'est le premier travail. Et c'est pour ça qu'on a fait un manifeste féministe pour expliquer ce qu'on appelle le continuum des inégalités, comment ça se crée, comment ça prospère et comment ça se sédimente. Donc ça se sédimente par la ségrégation professionnelle et puis aussi par le plafond de verre, comme on dit, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas accès aux métiers les plus rémunérateurs et avec les plus grandes responsabilités. Ça se sédimente parce que, je l'ai dit, les métiers féminins sont des métiers qui sont moins bien valorisés. 58% des smicards sont des smicardes. L'essentiel des salariés à temps partiel, ce sont des femmes. Et donc tout ça, ça fait système. Donc il faut commencer par comprendre pourquoi est-ce que collectivement on construit de l'inégalité. Et puis après, on peut rentrer dans des formations plus techniques. Parce que là aussi, travailler sur l'égalité professionnelle, c'est un peu technique. Certes, il y a des textes de loi, mais établir un diagnostic sur les inégalités, ça, c'est un peu technique. Aller analyser les données de la BDESE, c'est un peu technique. Faire appliquer et regarder comment est construit l'index, par exemple, qui va disparaître, ceci dit, donc on se parlera d'autre chose. C'est technique pour un représentant du personnel qui n'est pas un expert. C'est-à-dire que quand on est expert du sujet, très bien, mais un représentant du personnel, il peut être maçon, infirmière, cuisinier. D'où les besoins en formation aussi donc, ils ont des besoins en formation évidents. Ce qui est compliqué pour nous, hein. Ce qui est compliqué pour nous. Mais c'est pour ça qu'on demande, à minima, que soit rendu obligatoire dans les entreprises la sensibilisation aux stéréotypes de genre. Je rebondis avec vous, Didier Chastan, sur les stéréotypes de genre. Je vous laisse peut-être prendre un micro pour pouvoir vous exprimer, on vous entendra mieux. Donc vous représentez l'UIMM, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Oui. Le syndicat employeur de toutes les entreprises de la métallurgie. Le rôle, c'est de représenter justement les entreprises du territoire, de promouvoir leur parole auprès des institutions. Et vous êtes le représentant de cette organisation qui est un secteur, je le disais en préambule, qui est très masculin, ou du moins, pour corriger mon propos, dans lequel il y a beaucoup de stéréotypes de genre. À l'UIMM, comment vous parvenez à lutter contre ces stéréotypes de genre ? Qu'est-ce que vous menez comme action ? Déjà, effectivement, juste une première précision. Nous, on appréhende le sujet de l'égalité professionnelle au travers des effectifs. Dans les effectifs de branche, dans notre branche professionnelle, quand on regarde à peu près notre volume salarié, 1 500 000 salariés au niveau national, et qu'on veut regarder la représentation des femmes dans cette industrie, en 2013, on était à moins de 23%. En 2023, 23%. Donc on voit l'échec qu'on a pu avoir. Donc les actions premières que l'on met en place, effectivement, sont en faveur de la promotion de nos métiers et nos industries auprès des publics. Et quand on dit des publics, c'est pour inclure, effectivement, les hommes et les femmes. Et pour cela, on a
on est parti en ciblant un objectif très ambitieux à l'horizon 2033, d'atteindre 33% d'auto-féminisation. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il faut qu'on prenne 1 point par an. Et pour cela, effectivement, un certain nombre d'actions ont été définies et initiées. Je vais venir sur ce point lié aux stéréotypes, parce que c'est un enjeu majeur. Il y a des stéréotypes qui sont liés à l'industrie, tout simplement, à ces métiers, et effectivement la perception des hommes et des femmes par rapport à ces métiers. Premier sujet, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner l'intégration des femmes dans notre industrie. On a un outil qu'on a développé maintenant depuis une petite dizaine d'années, qui est notre job board, l'industrie recrute, au travers duquel on va suivre effectivement l'ensemble des publics féminins qui postulent à nos offres d'emploi dans notre secteur ou qui déclarent être intéressés par nos parcours métiers. Donc il y a un suivi qui est instauré pour accompagner effectivement ces publics-là, dès lors qu'un intérêt est manifeste. On a également, dans le cadre des conventions de partenariat que l'on peut avoir avec les différents acteurs de l'emploi, France Travail, l'APEC, Mission Locale et j'en passe, intégré des mesures incitatives en faveur du public féminin. On a intégré également un enjeu très important sur la communication pour lutter contre ces stéréotypes. Peut-on encore parler de métier masculin? Peut-on encore parler de métier féminin? Ce n'est plus dans nos vocables. Comment vous dites du coup? On parle d'emploi, on parle de métier, effectivement. Il n'y a pas un métier masculin, il n'y a pas de métier féminin. Parce que, précision que je n'ai pas faite en introduction, quand je cite un taux de féminisation de 23%, si on regarde où se répartissent effectivement ces 23% de femmes, on est essentiellement sur des métiers support, essentiellement sur des métiers support tertiaires. Et pour nous, l'égalité professionnelle passe aussi par l'accès à l'emploi, à l'accès à nos emplois industriels, effectivement. Donc notre enjeu de promotion au travers des publics jeunes, scolaires, je reviendrai peut-être un peu plus en détail sur nos actions à destination des scolaires, est pour nous très très important, y compris au niveau donc, des personnes en reconversion ou demandeuses d'emploi. Béatrice Lestic, une réaction sur justement ces stéréotypes de genre. Comment, là on parle, c'est l'exemple de la métallurgie, comment il se crée ces stéréotypes de genre? Pour aboutir à ce manifeste, quels ont été vos constats de l'origine? Il dépasse largement le cadre des entreprises, évidemment. Ça se fabrique naturellement dans nos sociétés, naturellement, ou en tout cas ça se transmet dans nos sociétés. Donc évidemment qu'il y a un enjeu à l'école, d'éducation, d'orientation des filles. Aujourd'hui, on sait que la part des filles, par exemple, dans les métiers du numérique, diminue, alors que je rappelle qu'il y a 85% de bachelières, 75% de bacheliers. Et quand on arrive sur les métiers à forte valeur ajoutée, les écoles d'ingénieurs et toutes les écoles de la tech, là, la part des filles diminue drastiquement, sans que rien ne le... Il n'y a pas une question de est-ce qu'on est capable ou pas capable. Il y a une question de est-ce que les filles se sentent autorisées à aller dans des filières dites masculines et très préemptées historiquement par les hommes, ou est-ce qu'elles ne s'autorisent pas à le faire? Et ça se fabrique dès l'enfance. Donc ça dépasse l'enjeu qui est le nôtre dans les entreprises. Et on est obligé d'expliquer ça quand on fait des formations à des militants. De la même manière, sur les compétences, le fait que des compétences, et particulièrement dans des métiers féminins, soient invisibilisées, c'est pas parce que ni les employeurs ni les représentants syndicaux sont de sombres machistes, c'est parce qu'ils ne les voient pas, ils ne les repèrent pas. Alors on a ça dans les métiers du soin. Évidemment, c'est un enjeu qui dépasse largement d'ailleurs la société française, si je peux dire ça, c'est un enjeu presque planétaire, ça. Et des compétences, ou à l'accueil, dans les métiers de l'accueil, c'est-à-dire que les femmes doivent être empathiques. Elles sont empathiques, donc elles accueillent le client, elles peuvent se faire insulter toute la journée, mais ça, c'est pas pénible. Ça, c'est pas pénible. Mais porter des charges lourdes dans un atelier, ça, c'est pénible. Et c'est ça, et c'est pas par mauvaise volonté des uns et des autres, c'est par non prise de conscience, ça a été dit par l'ARAC, c'est-à-dire qu'il faut faire les diagnostics de ce qui se passe réellement dans le vécu du travail des femmes et des hommes, mais des femmes aussi. Voilà. Je m'adresse à vous, Lauriane Bressan. Alors, vous êtes responsable des affaires juridiques et des mandats à la CPME du Rhône depuis 10 ans. Vous êtes aussi ancienne avocate en droit du travail. Donc, en matière d'égalité professionnelle, on l'a vu, les entreprises, elles ont de plus en plus d'obligations. Comment, justement, la CPME se positionne vis-à-vis de ces textes? Quel discours vous adoptez auprès de vos adhérents pour agir en faveur de l'égalité professionnelle?
Alors oui, effectivement, la CPME est pour l'égalité professionnelle homme-femme. Elle pousse ces PME à se saisir de cette question-là. Après, la CPME est pour la simplification. C'est-à-dire que nous, on accompagne nos PME pour mettre en place des mesures sur l'égalité professionnelle homme-femme, mais on est contre les obligations déclaratives. C'est pour ça que dans les prochains textes qui vont être transposés, on aimerait que ce soit plus des automatismes, des déclarations avec la DSN, qu'il n'y ait plus, le dirigeant n'ait plus à remplir un tableau Excel, mais qui se concentre plutôt sur des mesures de fond plutôt que de faire des obligations déclaratives qui lui font perdre du temps. Donc nous, on est vraiment pour l'égalité professionnelle dans la mise en place de mesures plutôt que dans la déclaration. Et il faut effectivement bien distinguer les entreprises de plus de 50 et de moins de 50. Donc les plus de 50, nous, à la CPME, on a beaucoup plus d'entreprises de moins de 50 qui n'ont pas d'obligation de négocier. Mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'obligation de négocier qu'elles ne mettent pas en place des mesures, contrairement à ce qu'on peut croire. Et le dialogue social dans une entreprise de moins de 50, il ne se fait pas à des réunions de CSE, s'ils n'en ont pas, mais il se fait souvent autour d'une machine à café, parce que le chef d'entreprise d'une PME, il est DAF, il est RH, il est comptable, donc effectivement, il n'aura pas le temps de rédiger un accord, il n'aura pas le temps de mettre une charte, mais dans les faits, il est bien conscient qu'il est obligé de mettre en place des mesures. Et moi, je voudrais rebondir juste sur un point que disait Béatrice, parce que vous parliez tout à l'heure d'outils pour accompagner les entreprises pour mettre en place l'égalité professionnelle homme-femme. Je pense qu'on met beaucoup de poids sur les chefs d'entreprise, mais il y a un outil dont on n'a pas parlé et que Béatrice a un peu soulevé, mais c'est les parents. C'est-à-dire que les parents, est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas se dire que les parents devraient commencer à effectivement dégenrer les métiers et ouvrir leurs enfants à d'autres métiers, leur faire comprendre qu'en fait, le BTP, c'est pas pour les hommes, que le ménage, c'est pas pour les femmes. Je pense qu'en fait, les parents ont un énorme rôle dans cette égalité professionnelle homme-femme et qu'on ne peut pas toujours mettre tout sur les épaules de l'entreprise, même si effectivement aussi, je pense que les futurs dirigeants, les futurs chefs d'entreprise qui arrivent aujourd'hui, qui ont une trentaine d'années, ils ont eu des parents et des mères qui ont travaillé et je pense qu'ils auront une vision différente de certains dirigeants qui ont eu malheureusement une vision assez machiste du travail. Donc je pense qu'on va vers des beaux jours pour l'égalité professionnelle homme-femme. Donc voilà. Béatrice Lestic parlait justement des stéréotypes de genre qu'on a du point de vue salarié, mais c'est vrai que les stéréotypes de genre dans l'entrepreneuriat, c'est aussi un sujet à la CPME. Ah bah, complètement, parce que j'ai revu les chiffres en préparant un peu cette intervention, et j'ai vu les derniers chiffres 2025, seulement 25% de femmes sont dirigeantes. 25%. Donc uniquement TPE, PME ou... Non, TPE, PME, toutes femmes dirigeantes confondues. Et ça m'a fait sourire parce que je m'occupe, en plus du juridique à la CPME, je m'occupe des mandats. Donc je m'occupe de recruter les conseillers prud'homaux. Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui étaient au courant, on a été obligé de déposer une liste avec une parité homme-femme. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais tant de difficultés de trouver des femmes chefs d'entreprise, parce que c'est une obligation de parité 50-50. Bon, bah, j'ai compris par les chiffres, 26% de femmes dirigeantes, et on m'oblige à mettre 50% de femmes. Et malheureusement, je n'ai pas pu mettre un certain nombre de femmes. Il y a des sièges qui sont vacants parce que les textes nous obligent une parité homme-femme. Donc on va mettre la parité homme-femme au détriment du fonctionnement d'une instance. Et ça, moi, je vous avoue que je suis une femme, j'ai le droit de le dire. Ça m'a un peu dérangée parce que j'avais plein d'hommes, mais je n'ai pas pu remplir mes sièges. Bon, bref, ça, c'est un autre débat, mais c'est pour vous montrer que pour moi, les obliger, parfois, ça empêche les choses d'avancer, ça empêche les PME de mettre en place des mesures concrètes, alors que vraiment, ils sont vraiment conscients de l'obligation aujourd'hui de se saisir de cette question pour leur marque employeur, comme le disait tout à l'heure Madame Girardet. Justement, donc bon, on l'a vu, il y a vraiment un travail de fond à faire. Raphaël Confavreux a témoigné sur ce qui s'est passé chez Apicil, c'est un travail de longue haleine. Si on va encore plus loin, Didier Chastan, vous évoquiez tout à l'heure le travail que vous pouvez effectuer auprès des scolaires. Donc là, on va au-delà même du cadre des entreprises. Qu'est-ce que vous dites à des jeunes filles que vous pouvez rencontrer à travers l'UMM dans vos actions auprès de lycéennes, auprès de collégiennes, pour leur donner envie de rejoindre des métiers qui sont plutôt genrés masculin? Déjà, avant de répondre. Votre micro est coupé. Vous m'entendez? Oui, pardon. Juste une petite anecdote. On est amené à intervenir au niveau des équipes, effectivement, devant les scolaires, donc principalement classe de 4e et 3e. Et on a eu un épisode un peu surprenant au printemps dernier. On intervient dans un collège de la métropole lyonnaise. L'objectif étant d'échanger devant ces jeunes, cette classe, pour leur présenter qui nous sommes en tant qu'industrie, quels sont les métiers et les possibilités d'orientation. La principale nous reçoit très bien, de manière très volontaire, mais à une demande assez surprenante, nous demande d'intervenir en 2 temps, une fois devant les jeunes filles et une fois devant les garçons. Donc je vous laisse imaginer notre réaction, la réaction que vous pouvez avoir face à une demande comme celle-ci.
Et on discute, parce qu'effectivement, on ne va pas se braquer. Et la réponse qui est portée par la principale, c'est pour libérer la parole des jeunes filles. Donc, à premier abord, effectivement, on peut être choqué un petit peu. Ça ne va pas savoir comment appréhender la question, mais ensuite, on discute et on comprend les difficultés qu'il peut y avoir par moment pour sa jeune fille. On a tous eu 14 ans, tous eu 15 ans. On peut imaginer effectivement l'état d'esprit qu'il peut y avoir dans la classe. Donc, on a fini par intervenir devant l'ensemble de la classe pour pouvoir présenter qui nous sommes. C'était juste une petite anecdote pour vous montrer un petit peu la situation. Et je pense qu'aujourd'hui, ce même discours, on aurait pu l'avoir il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans pour montrer que les stéréotypes sont encore très, très ancrés. Et on est intervenu devant ces classes-là et on a entendu de la part de ces jeunes filles des situations très, très ancrées sur « ce n'est pas pour nous, c'est pour les garçons ». Et les métiers, lorsqu'on fait un tour de table ou un tour de salle pour échanger sur les métiers qui sont ciblés à terme par ces mêmes jeunes, et les stéréotypes qui ont été cités tout à l'heure par madame, on les a retrouvés, effectivement. Donc, quel discours vous adoptez pour les notre convaincre ? Objectif est de dire que nous, on est là pour ouvrir le champ des possibles, montrer que l'industrie et ses métiers s'adressent à tout le monde. Ça peut plaire, ça peut déplaire, mais on ne veut pas que de manière consciente, ou de manière inconsciente, surtout, ça soit effectivement exclu, par définition. Donc on présente l'industrie déjà dans sa diversité, parce que je pense que quand on parle de métallurgie, on n'imagine pas toutes les filières ou tous les secteurs qu'il peut y avoir derrière, premièrement. On présente les métiers, les évolutions technologiques qu'il y a pu y avoir, et le côté on porte des charges lourdes, c'est sale et ça sent mauvais, effectivement, on peut encore l'entendre ici ou là, mais enfin on a peut-être bientôt un siècle de retard par rapport à cette situation. Donc déjà c'est la démonstration, faire des visites, manipuler, et surtout les témoignages que l'on peut partager avec des ambassadrices que l'on peut avoir dans différentes industries. Bon, ça, alors, c'est le travail très en amont. Pour ce qui est de ce qui se passe actuellement, je me tourne vers vous, Éric Devy. Vous êtes sur le terrain au quotidien, ici dans la métallurgie du Rhône, en tant que représentant FO. C'est un secteur, on l'a vu, donc, dans lequel il y a beaucoup d'hommes. Quelles difficultés vous rencontrez lorsque vous négociez un accord égalité dans une entreprise pour avancer ? Alors, ça dépend des entreprises. C'est vrai que moi, je vois plus les grandes entreprises que les petites entreprises. On a dit qu'il y a un effet de seuil. Et donc, les difficultés qu'on rencontre, ça dépend d'à quelle étape on est. Je crois que j'ai participé à mon premier colloque sur l'égalité en 2006. Et puis, ce qui m'avait marqué le plus à l'époque, c'est une intervenante qui disait les problématiques d'égalité ne sont pas des problématiques de femmes, ce sera gagné le jour où ce sera une problématique de tous. À l'époque, j'étais pas chauve, j'étais pas barbu, j'avais pas de ventre, donc j'étais moins dans le stéréotype. On pourrait se dire, tiens, mais pourquoi il vient parler d'égalité, celui-là ? Bon. Par contre, 2 ans plus tard, en 2008, j'ai participé à ma première négociation. Et à cette époque-là, on avait des engagements chiffrés pour mesurer, effectivement, est-ce qu'il y avait des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Et à cette époque-là, je me souviens qu'on avait signé un accord dans lequel on disait on va remettre à niveau les femmes qui ont eu des retards de rémunération dans leur carrière, à cause de leur maternité notamment. Et j'en étais très fier, j'étais très content, on avait fait ça. À l'époque, j'avais une patronne aussi. Et on avait mis un certain nombre de rémunérations à niveau. Et puis, j'avais vu débarquer des collègues, femmes, qui me disaient « c'est bien gentil tout ça, on m'a remis à niveau, mais on ne m'a pas remboursé tout ce que j'ai perdu pendant ces années. Qu'est-ce que tu fais ? On en est où maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Bon. Sur ce, ce n'est pas toujours facile, mais ce qui est sûr, c'est que vous négociez en fonction des étapes que vous avez franchies. Au début, vous êtes dans la démarche de régularisation. Et puis après, vous progressez. Donc, un premier accord négocié en 2008, ça veut dire 1 tous les 4 ans. Aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup plus loin. On a mis en place, notamment ensuite, dans plusieurs entreprises, des mises à niveau. C'est-à-dire, par exemple, quand une collègue revient de congé maternité, elle a l'augmentation moyenne qui a été donnée à ses collègues en revenant. Donc déjà, ça évite de prendre du retard. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, il y a un enjeu de transversalité. C'est-à-dire que sur les enjeux de qualité de vie au travail, on a parfois négocié des accords qui nous ont amenés à
améliorer l'égalité professionnelle sans l'avoir vraiment perçu au départ. Je vais vous donner un exemple. Dans mon entreprise, on a testé une forme de temps partiel qui s'appelle le 90% temps scolaire. C'est-à-dire que votre temps partiel, vous le prenez pendant les vacances scolaires. Donc tous les ans, vous dites « moi, je suis volontaire ». Et puis, vous fixez avec votre manager les semaines où vous allez être absent, les moins 10% de temps de travail, et vous le prenez bien sûr sur les vacances scolaires. Alors, il se trouve que dans le test, on n'était pas obligé d'être parent. Hein, ça peut être les grands-parents, on peut ne pas avoir de parents, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on s'est rendu compte, au fil du temps, que c'était très demandé par les hommes. Et donc, quand on regardait nos statistiques sur le temps partiel, là où précédemment on disait ah bah c'est toujours les femmes, hein, les femmes pour la garde d'enfants, les femmes qui demandent, etc. Bah là c'était aussi les hommes qui demandaient. Et on n'est pas loin du 50-50. Et donc dans le stéréotype de ah c'est toujours les femmes qui demandent, bah 10 ans plus tard c'est fini. On n'est plus dans ce stéréotype-là. Vous voyez ? Donc les accords. Pour vous, cet outil et l'accord permettent aussi plus d'égalité parce que ça fait prendre conscience dans ce cas présent à un public masculin qui peut prendre cet outil-là et donc tout à fait. établir une certaine forme. On l'avait pas vu venir. En plus, aujourd'hui, il y a des questions de génération. C'est-à-dire que la parentalité pour les jeunes hommes, c'est devenu un enjeu beaucoup plus... Je veux dire, au moins le congé paternité. C'est devenu quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose qu'on ne va pas prendre pour montrer qu'on est un homme. On va le prendre parce qu'on est un homme. Alors, pour nous, organisation syndicale, moi je travaille dans une boîte où il y a 80% de cadres. Donc on avait l'enjeu de la prise en charge du congé paternité au-delà du plafond de la sécurité sociale. Si vous ne comblez pas la rémunération au-delà du plafond de la sécurité sociale, alors vous posez une problématique de paye. Si vous posez une problématique de paye, vous empêchez les gens de prendre, enfin les collègues hommes du coup, de prendre le congé. D'ailleurs, je dis collègues hommes, c'est pas tout à fait vrai puisque on a aussi les problématiques, les enjeux d'homosexualité où vous pouvez prendre un congé alors que c'est votre conjointe. Enfin, une femme peut prendre un congé alors que c'est sa conjointe qui a eu l'enfant. Hein. Donc il faut aussi appréhender tous ces enjeux-là, qui étaient des enjeux impossibles à aborder il y a 15 ans, quasiment impossibles à aborder il y a 15 ans, et qui sont tout à fait abordables aujourd'hui. Alors ça dépend du degré de maturité de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, du degré de maturité des négociateurs. Et puis alors je vais vous dire un truc très très important par rapport aux accords. Donc on les signe tous les 4 ans. Après, on se met des indices, on se voit tous les ans, on fait des commissions de suivi. Les accords, c'est aussi fait pour s'engueuler. Moi, quand mes patrons ils m'ont signé le fait qu'il fallait faire un accord, une visite après le congé maternité, et puis qu'ils ne le respectaient pas, j'allais voir, je disais, dites donc, vous me l'avez signé, vous le faites. Moi, je vais vous montrer, hein, Madame Machin, elle est revenue, et puis elle n'a pas été reçue. Et donc, le dialogue social... Il faut se poser des jalons, se mettre des ambitions, il faut les partager. Et c'est aussi... un dialogue du quotidien. Exactement. Il faut savoir pousser la porte. Si le truc n'est pas respecté, il faut connaître le contenu de l'accord. Si le truc n'est pas respecté, il faut aller le faire respecter. Et au fil du temps, le bouche à oreille nous aide. Quand c'est arrivé à un ou une collègue, alors à ce moment-là, c'est plus les représentants du personnel qui en parlent, c'est plus l'employeur qui en parle. C'est les collègues entre eux. Et là, ça avance et ça permet de libérer un peu. Après, donc, ce qu'a dit Didier Chastain est tout à fait vrai. Moi, pendant longtemps, c'était moi le porteur de l'égalité dans mon équipe. Et puis un jour est apparu le poste de représentant du personnel pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et j'ai levé la main, j'ai dit, moi je veux. Moi j'accueille les gens, je les aide. Et on m'a dit, non, il ne faut pas. Comment ça, il ne faut pas ? En fait, une femme qui a été victime de violences sexistes, elle s'adressera plus facilement à une femme. Donc on a décidé que ce serait une de mes collègues qui
qui aurait ce rôle. Et aujourd'hui, bien que, je vous ai expliqué, hein, ça fait 18-20 ans que je suis dans les discussions sur l'égalité, de temps en temps, je prends des claques. Et elle m'en donne. Alors, aujourd'hui qu'on a un bon degré de maturité, le dernier accord qu'on a négocié dans mon entreprise, on a dit, nous, on ne signe pas l'accord si les managers ne suivent pas une formation dans les 4 ans pour appréhender mieux ce que sont les violences sexistes et sexuelles. Donc la direction dit, ah, vous ne signez pas comme ça, vous ne signez pas. Non, on ne signe pas. Bon, bah ok, alors on le met. Donc ils l'ont mis. Et puis en même temps que ça, on a demandé un autre outil qui est un sondage auprès des femmes pour savoir si dans leur carrière, elles avaient vécu des violences sexistes et sexuelles. Alors on a confié ça à des spécialistes avec un questionnaire très important. Et au retour de ce questionnaire, je vois quelque chose qui me choque. C'est, est-ce que dans les 3 mois qui viennent de se passer, vous avez un collègue masculin qui a reformulé une phrase derrière vous? Le sous-entendu, c'est, vous n'êtes pas assez compétente, donc derrière, je vais quand même réexpliquer ce qu'elle a dit, quoi. Le mansplaining, ça s'appelle. C'est ça. En bon français. Et donc, je dis à ma collègue, en charge de la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel, c'est dégueulasse, tu te rends compte le pourcentage comme il est élevé? Elle me dit, ouais, il est élevé, hein, mais tu le fais. Ah, je le fais. Alors, depuis, j'essaie de... Vous voyez, ça fait longtemps que je suis dans les débats, tout ça. Ah, je le fais. Alors, je le fais aussi avec mes jeunes nouveaux militants hommes. Et donc, je me suis... j'essaie de me calmer. Je me dis, bon, en fait, pour moi, reformuler, c'est donner du poids face à mon patron. Le jeune l'a dit, mais moi, je vais le redire. Ma collègue l'a dit, mais moi, je vais le redire. Bon. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire quoi? Quand vous négociez des accords, peut-être qu'au départ, ils sont nuls ou ils sont basiques, mais il faut procéder par étapes. On le voit avec l'exemple d'Épicile. On n'a plus beaucoup de temps. Pardon, Éric Devy. Je voudrais juste faire rebondir Lauriane Bresson sur ce qu'a dit Éric Devy. Il a parlé donc de mesures qui ont été mises en place dans son entreprise. Son entreprise, c'est un grand groupe. Je précise quand même que c'est Framatome. Est-ce que tout ce qu'il a exposé, vous pensez que c'est possible de réussir, de parvenir à ça dans des plus petites entreprises, celles que vous représentez, TPE, PME? Effectivement, on ne peut pas appliquer les mêmes mesures dans une PME, mais les PME ont d'autres, elles appliquent plutôt des mesures concrètes et plutôt simples. Si déjà elles commencent par mettre en place le télétravail, vous savez, le télétravail dans une PME, c'est un peu un gros mot encore parfois, hein. Donc déjà de mettre en place le télétravail, c'est une marque de confiance et ça permet aussi aux femmes ou aux pères aussi aujourd'hui de pouvoir se dégager du temps pour aller chercher leurs enfants à l'école, c'est de mettre en place des horaires aménagés. Et aussi, là, j'ai eu aussi une entreprise aujourd'hui que j'ai eu ce matin au téléphone. Ils étaient 35 l'année dernière. C'est une entreprise dans le conseil. Ils étaient 35 l'année dernière et ils pratiquent, vous savez, le management des entreprises libérées. Donc le management horizontal, il n'y a pas de manager, transparence des rémunérations. C'est le salarié qui choisit son salaire. Et c'est bien ça. C'est très bien, oui, mais bon. Et il est passé à 100 salariés en un an. Hein. Donc je pense quand même qu'il y a un certain message à faire passer. Il a participé à un de nos événements l'année dernière qu'on organise et il a bluffé beaucoup de chefs d'entreprise. Il est jeune, hein, donc je pense que c'est l'avenir. Et il a mis en place une mesure, c'est les crèches. Et il disait très justement qu'en fait, de mettre en place des crèches dans l'entreprise, ça permettait du coup aux parents de trouver une place qui est assez rare et compliquée pour les mères de famille et les pères de famille qui cherchent des places en crèche actuellement. Je pense qu'ils savent de quoi je parle. Et une fois qu'on a mis en place cette crèche et qu'on a un salarié qui est talentueux, qui a mis son enfant dans la crèche, après, on n'a pas très envie de partir. Et du coup, ça permet de fidéliser et de garder les talents. Et je trouvais que c'était pas bête comme solution, parce que finalement, il investit sur l'avenir. Et bon, après, il faut pouvoir, c'est quand même une autre stratégie, c'est des investissements, etc. Mais voilà, c'était de 35 à 100 en un an. Je trouvais que c'était une belle performance, une belle croissance. Bon, en tout cas, c'est possible quand il y a de l'hypercroissance. Didier Chastan, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'accord sur l'égalité professionnelle que l'UIMM a signé en 2024. Quel bilan vous en tirez après un an et demi? Peut-être rappeler simplement les objectifs de cet accord rapidement. Alors effectivement, en avril 2024, on a pu négocier et signer un accord relatif à l'égalité professionnelle. Cet accord avait surtout vocation à définir des indicateurs qu'on allait partager annuellement avec les partenaires sociaux.
ce suivi est en cours. D'ailleurs, il sera partagé d'ici novembre ou décembre en commission paritaire. Et il y a 3 grands objectifs qui se déclinent ensuite en critères. Mais ces 3 grands objectifs portent effectivement sur l'égalité professionnelle, les parcours, l'égalité salariale, portent également effectivement sur comment accompagner les congés familiaux. Et un 3e grand objectif sur comment concilier vie professionnelle et vie privée. Donc, aujourd'hui, un premier bilan est en cours, un partage sera fait paritairement. Je pense qu'il est intéressant, c'est de retenir que ces indicateurs ont été partagés paritairement et que le suivi annuellement va être fait avec les partenaires sociaux. Donc tout ça en parallèle des actions patronales UMM qu'on a pris. Et je fais un petit aparté, je n'ai pas cité tout à l'heure, une grande campagne de communication qui est la nôtre depuis 18 mois maintenant, une campagne Tu à ta place, assez forte, assez marquante, avec des visuels très très forts. Et un certain nombre de témoignantes qui sont dans nos industries pour porter la voix de l'industrie et ses métiers. Toute dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais c'est un point qui est important. Je me tourne vers vous, Béatrice Lestic. La prochaine grande étape en matière d'évolution d'égalité homme-femme, c'est la directive européenne Pay Transparency. Elle sera transposée en droit français au plus tard en juin 2026. L'objectif de ce texte, imposer de nouvelles obligations aux employeurs en matière de transparence des rémunérations. Donc, par exemple, il y a une obligation de témoigner, donc de reporting portant sur les écarts de rémunération ou droit des travailleurs à l'information avant et après l'embauche. Selon vous, Béatrice Lestic, quel va être l'impact de ce nouveau texte dans le monde professionnel, selon vous ? Alors, on a beaucoup travaillé au niveau européen, les organisations syndicales, pour arriver à cette directive. Donc, on est aujourd'hui dans les travaux de transposition, quand on a un gouvernement pour avancer. C'est le sujet. Nous, on pense que c'est un vrai levier pour faire progresser l'égalité. Je rappelle que le Conseil d'analyse économique a dit que depuis 2010, plus rien ne se passe en termes d'égalité salariale. Il n'y a plus de progrès. On est en 2025. Et je rappelle aussi que le Conseil d'analyse économique, qui n'est pas un repère de syndicalistes ou de doux rêveurs, dit que ça coûte 10 points de PIB au pays, l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un sujet absolument majeur aujourd'hui sur lequel il faut qu'on avance. Moi, j'entends les entreprises qui disent qu'elles ne veulent pas de contraintes. Elles ne veulent pas de contraintes ni de reporting. Ça tombe bien. Dans les discussions qu'on a aujourd'hui, les 6 premiers indicateurs, c'est l'administration qui va les calculer pour les entreprises. Donc, ça fera moins de travail pour les entreprises. Donc, vous avez été entendus et on était d'accord. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on pense que s'il y a un vrai levier ? D'abord parce que cette directive est bien plus exigeante que ce qu'il y avait jusqu'ici en droit français. Bien plus exigeante, parce qu'elle oblige au dialogue social. Ce qui n'était pas le cas de l'index. L'index, l'entreprise faisait son petit truc, et puis publiait. Et puis, il n'y avait pas de dialogue social, ni sur les écarts constatés, ni sur la manière de les améliorer, ni même sur la manière de calculer les différents indicateurs de l'index. Là, c'est pas possible. Là, tout doit être construit au niveau du dialogue social. Alors, c'est vrai, ça s'applique. On a un engagement du gouvernement à partir de 50 salariés, de l'ancien gouvernement, mais imaginons qu'il reste sur cet engagement-là. Mais ça doit amener à des négociations dans les branches, parce que les très petites entreprises, ce qui couvre les très petites entreprises, c'est les accords de branche, les conventions collectives, la négociation des conventions collectives et des emplois repères dans les conventions collectives. Et on doit réouvrir ce chantier. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord autour de la table pour le faire, c'est le moins que je puisse dire. Mais en tout cas, les organisations syndicales, on pousse pour ça. Vraiment, je pense qu'il y a un vrai levier là d'amélioration. Et dire aussi que cette directive, elle oblige certes les entreprises à publier les écarts de salaire par catégorie de salariés, mais elle oblige aussi à la transparence des salaires à l'embauche entre les salariés. Et donc, un salarié qui veut savoir combien des collègues qui sont supposés être sur un métier de valeur égale, ou combien ils sont payés par rapport à lui ou elle, on doit leur donner l'information. Ça s'appliquera dès juin 2026.
Et ça, pour nous, c'est un vrai facteur d'amélioration de l'égalité salariale. Ce qui suppose quand même pour les organisations syndicales que nous sommes, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une formation de nos négociateurs pour pouvoir appréhender ces nouvelles dispositions. On termine vraiment après. Lauriane Bresson, je vous laisse juste réagir rapidement. Je voulais juste revoir, on n'est pas contre, on est contre les déclarations, les obligations de déclaration sur remplir des données sur un tableau Excel, mais on est pour l'automatisation de la donnée via la DSN. Oui, voilà, je voulais juste remettre, on n'est pas contre, voilà, je voulais repréciser ça. Merci à vous. On va passer aux questions éventuellement dans le public. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Madame au deuxième rang. Ensuite, monsieur. Relevez peut-être la main, ouais, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Merci pour ces échanges très riches. Sonia Paco, je suis responsable juridique en Auvergne-Rhône-Alpes, CFDT, et je me permets de réagir à cet exemple donné sur la problématique des conseillers prud'homaux et de la parité, parce qu'effectivement, nous y avons été confrontés. Et je crois que on peut peut-être être choqué par l'obligation d'avoir une parité sur les CPH parce que notre démographie fait qu'on perd des sièges, mais pour moi, ce qui est choquant et est une illustration parfaite de notre sujet de ce soir, c'est que vous avez seulement 25% de vos adhérentes qui sont chefs d'entreprise. Le problème, il est là. Et c'est bien tout ce qui s'est dit depuis le début de cette conférence. C'est illustrant de notre problématique. Or, le Conseil des prud'hommes, des juges non professionnels qui sont là pour traiter des litiges du travail. Comment pourrions-nous supporter plus longtemps que ceux qui jugent soient majoritairement des hommes? C'est insupportable dans le monde du travail. Les femmes... Non, mais c'est le sens aussi de cette obligation qui effectivement a des conséquences. Mais pour la responsable juridique que je suis, heureusement qu'il y a eu cette obligation, parce que nous avons nos propres résistances dans nos organisations, et que quand je suis arrivée il y a 6 ans, j'avais une majorité d'hommes CPH et que cette obligation nous a obligés à anticiper, à passer au-delà de l'autocensure, à passer au-delà des stéréotypes de genre qui, effectivement, étaient des points de blocage pour qu'un certain nombre de militantes, compétentes puissent accéder à ces mandats. Et moi, je suis ravie de ça. Mais je trouve que c'est on n'est pas dans le monde de l'entreprise là, mais c'est très symptomatique du système décrit qui produit des inégalités. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir à ça? Non, pas nécessairement. On va faire une dernière question. Après, il faudra qu'on enchaîne sur la suite de la soirée. Je crois qu'il y a une main qui s'était levée là, monsieur au 4e rang, juste ici. Oui, bonjour à tous et merci pour ces échanges riches, à la fois la première table ronde et la deuxième. Voilà, moi je suis Olivier Repessé, je suis membre de l'ODDS, mandaté par l'organisation syndicale EFO. Et après nos échanges d'aujourd'hui, je me pose toujours la même question. L'ODDS a en charge principalement d'apporter son soutien et son appui aux entreprises de moins de 50 salariés. Et sur ce sujet de l'égalité professionnelle, alors au sens large, on a été très centré sur l'égalité homme-femme. C'est un choix que l'on avait fait. L'égalité professionnelle, ça a été bien développé par Apicil, c'est beaucoup plus large. Mais sur ce domaine-là, si on devait mettre en œuvre des actions au niveau de l'ODDS, sur quoi il faudrait qu'on travaille et quelque part, quelles sont les actions éventuelles ou les stratégies? On a vu pour les grandes entreprises, quelles sont les actions et les stratégies que l'on peut mettre en place pour les petites entreprises, sachant que dans les petites entreprises, on a une représentation salariés, en tout cas, qui est très défaillante ou minimale. Et donc, on ne peut compter que sur la représentation employeur pour arriver à faire évoluer ces sujets. Comment ferait aujourd'hui un salarié qui serait dans la salle ou un employeur d'une PME, petite PME, pour avancer sur l'égalité professionnelle? Lauriane Bresson, vous voulez répondre? Non, mais pour moi, ce que je vous disais, le problème, il n'est pas dans il est pas aujourd'hui dans les entreprises. Il est vraiment dans les mentalités. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, il y a un problème d'égalité parce qu'ils n'arrivent pas. Ils ont des grosses difficultés de recrutement aujourd'hui. C'est-à-dire on peut mettre de l'égalité, mais aujourd'hui, il faudrait déjà qu'on arrive à recruter. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des secteurs dans lesquels il est difficile de mettre de la parité et de l'égalité. Et je pense que notre rôle, en tant qu'aussi d'organisation patronale, c'est de sensibiliser, d'aller dans les formations, d'aller dans les écoles, pour qu'on
qu'on puisse faire des passerelles entre le lycée et les écoles d'ingénieurs pour montrer aux filles qu'elles peuvent aller dans ces filières-là. C'est notre rôle, c'est plutôt en amont. En fait, je pense qu'en entreprise, les chefs d'entreprise sont là pour appliquer et mettre en place des mesures, mais on a une problématique de mentalité. En fait, il faut changer les mentalités. Je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance à l'entreprise. Et les entrepreneurs ont vraiment conscience de cette obligation de parité et ils en ont envie de la mettre, mais parfois ils n'ont pas la possibilité parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les talents en fait. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter. Juste pour compléter, et bien entendu, j'approuve ce qui vient d'être dit, il y a une démarche qu'on peut déployer pour accompagner les entreprises à développer leur attractivité via la RSE notamment, et le volet RH et social de la RSE. Ces mêmes entreprises ont souvent un déficit de notoriété, d'attractivité. Donc, au travers de la RSE, des démarches RH et sociales, au travers de l'accompagnement qu'on leur met auprès des entreprises sur notamment les démarches de recrutement, comment développer le sourcing, comment définir son besoin, comment qualifier et définir cette offre d'emploi. On sait, il y a des études qui le prouvent, dans la manière dont vous décrivez votre emploi, effectivement, vous pouvez élargir effectivement son audition. Donc, il y a ces leviers-là. Et puis surtout, comment sélectionner les candidats. Donc je pense qu'en développant l'attractivité de ces mêmes entreprises, avant on parlait de marque employeur, je trouve qu'aujourd'hui on parle plus des démarches RSE, bon, je ne vais pas faire un débat sur ce volet-là, mais c'est un des leviers qu'il peut y avoir déjà pour faire venir effectivement ces publics féminins dans l'entreprise et puis ensuite s'épanouir et évoluer chacun et chacune dans leur parcours. Bon, tout dernier mot, Béatrice Lestig, vous souhaitiez réagir, après il faut vraiment qu'on enchaîne. Mais sur les TPE-PME, je redis qu'un des moyens d'améliorer l'égalité salariale, notamment entre les femmes et les hommes, mais pas que l'égalité salariale, c'est la négociation de branche. Il y a des accords de branche, égalité pro, il y a des grilles de classification qui résultent du dialogue social. Et ça s'applique aux TPE et aux PME. Ça ne concerne pas que les grands groupes. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour toutes les entreprises et pour faire progresser l'égalité. Et deuxième point que je suis d'accord avec vous, la mixité dans les métiers, c'est un vrai sujet, mais ça ne suffit pas. Il y a la revalorisation des métiers majoritairement occupés par des femmes. Et la résistance, elle est là, parce que ça a un coût. On prend date pour un nouveau rendez-vous sur le dialogue social, sur l'égalité professionnelle, parce qu'on voit que le débat est encore ouvert. Merci à tous les 5 pour la table ronde.